Ok, là on est bon. Donc, question de Giacomo, pourquoi il n'y a pas de parti wokiste? Et ça, c'est effectivement l'objection que presse un certain nombre, enfin que peuvent presser, je ne crois pas qu'elle ait été pressée explicitement peut-être, ceux qui disent en fait c'est pas encore une idéologie parce qu'elle n'est pas soutenue par un parti. Mais il ne faut pas forcément mettre la charrue avant les bœufs, dans le sens où les idéologies, elles sont en un sens antérieur au parti. Hein. On a d'abord un certain nombre de travaux théoriques, un certain nombre de pensées qui se développent chez les personnes avant que les partis politiques se saisissent de ça et disent « Ah ben, il nous faut un parti communiste maintenant, il nous faut un parti libéral ». Et par ailleurs, souvenez-vous que les partis politiques, dans le triangle de Hayek, ils sont presque jamais aux extrémités. Okay, vous rencontrez des philosophes anarcho-capitalistes, mais vous rencontrez aucun parti libéral, aucun parti anarcho-capitaliste, enfin, où c'est des partis ultra minoritaires, d'accord. Donc les partis qui pèsent dans les débats politiques, c'est des partis qui se sont quand même beaucoup recentrés. Vous avez beau être libéral, en général, vous n'êtes pas pour la privatisation des écoles. Peut-être vous êtes pour le chèque éducation, mais vous mettez toujours un peu de l'eau dans votre vin quand vous entrez dans l'arène politique, parce que vous ne voulez pas cliver, vous voulez rassembler assez de voix. Et dernière chose sur le parti woke, vous savez qu'il n'y a pas encore de parti, mais il y a des tensions au sein des partis. Donc la tension entre les questions sociales et les questions sociétales, elle est aiguë dans les partis socialistes en Europe, typiquement, où vous avez souvent un conflit. Il y a aussi une marque générationnelle. C'est une idéologie, évidemment, qui est plus populaire chez les jeunes générations que chez les générations plus anciennes. Donc souvent, vous avez des socialistes à l'ancienne qui disent « Nous, c'était le social, notre problème. Les questions sociétales, on ne veut pas mettre ça en avant. On ne veut pas en faire la tête de proue de notre combat. » Et puis vous avez des partis qui sont un peu plus dans cette direction. On dit souvent que les partis verts ont tendance à aller plus dans cette direction-là. Aujourd'hui, on dit en France que la France insoumise a aussi tendance à faire un pas dans cette direction-là. Donc il y a souvent des accusations dans l'arène politique, pour ceux qui ne sont pas d'accord, de dire vous, tel ou tel parti, vous allez dans le sens des politiques de l'identité. Alors, il me reste une demi-heure pour vous présenter les objections au wokisme. Et je voudrais revenir là-dessus. La première, c'est pas est-ce que c'est clair pour tout le monde maintenant, les trois thèses constitutives du wokisme? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou est-ce que je peux juste maintenant avancer sur quelques objections principales? Ça va? Alors ça, c'est pas tout à fait une objection, dans le sens où les partisans de ces théories en sont conscients de manière aiguë, Crenshaw en particulier, mais beaucoup d'autres. Mais c'est une difficulté centrale pour ces théories qui vous permet de mettre le doigt sur une tension essentielle de ces théories-là et de bien la comprendre en retour. La difficulté, c'est la difficulté suivante. La deuxième thèse, elle nous dit que nos identités, elles sont construites socialement par des relations d'oppression. D'accord ? Donc, Charlotte, c'est une femme en tant qu'elle est opprimée d'une certaine manière, en tant qu'elle est opprimée par des hommes, etc. Ça, c'est ce qui constitue l'identité de femme de Charlotte. Okay. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant avec ça? Si on admet qu'il y a des relations d'oppression partout, on veut supprimer les relations d'oppression, a priori. On serait mieux dans une société où il n'y a pas d'oppression, personne ne dit que l'oppression, c'est une bonne chose. Être une femme, ça consiste, pour Charlotte, mais pour chacune des femmes dans nos sociétés libérales, ça consiste à être opprimée d'une certaine manière. Ça, c'est la théorie de l'intersexualité de Crenshaw. Supposez qu'on supprime l'oppression maintenant. C'est quoi la conséquence? Ici? Exactement, il n'y a plus d'identité, donc il n'y a plus de femme. Être une femme constitutivement, c'est être opprimé d'une certaine manière. Être noir, c'est être opprimé d'une certaine manière. Être handicapé, c'est être opprimé d'une certaine manière. Être transsexuel, transgenre, c'est être opprimé d'une certaine manière. D'accord ? Et puis vous pouvez cumuler tout ça avec cette théorie de l'intersectionnalité, avec des identités plus générales. Vous supprimez l'oppression, vous supprimez toutes les identités. Donc ça, c'est une tension fondamentale dans toutes ces théories. Et vous allez voir qu'elles en sont conscientes et qu'elles essayent de trouver des échappatoires entre dire, d'un côté, on veut dire que les identités sont socialement construites par l'oppression, et de l'autre côté, on veut affirmer nos identités. On veut dire il faut sauver ces identités en tant que, vous entendez souvent ces expressions, je m'identifie à, en tant que noir, en tant que femme, en tant qu'handicapé, etc. Je veux affirmer mon droit à. Okay. Donc ça, c'est une tension centrale. Okay. Mais je vous dis, ce n'est pas une objection. Pourquoi? Parce que, ça peut en être une, mais c'est une objection qui est anticipée par les partisans de ces théories-là. Je vous donne trois réponses possibles qui ont été proposées en divers lieux de la littérature. Vous avez une première réponse qui consiste à simplement avaler la pilule. Okay. Donc, c'est-à-dire à endosser ce que Lucie vient de dire, à dire, ben oui,
Le jour où il n'y aura plus d'oppression, il n'y aura plus de femmes, il n'y aura plus de noirs, il n'y aura plus d'handicapés, il n'y aura plus de gros, parce que être gros, être une femme, être un handicapé, être un transgenre, c'est être opprimé d'une certaine manière. Okay. Très bien. Donc, une philosophe, enfin très bien, ça paraît bizarre, mais c'est en tout cas une pilule qu'on peut avaler. C'est ce que dit notamment une philosophe intéressante contemporaine, Sally Haslanger, là-dessus. Elle est intéressante, Haslanger, parce qu'elle est très militante, donc elle rejoint ces théories-là, mais elle vient de la philosophie analytique, donc elle a une manière de poser les thèses un peu plus familière pour nous, qui sont très claires, et elle dit, ben moi je pense que le jour où le féminisme aura gagné, il n'y aura plus de femmes. Donc la victoire du féminisme, c'est la mort des femmes. Okay. Évidemment, elle ne veut pas, vous comprenez bien son point, c'est pas qu'elle veut massacrer les femmes, c'est qu'elle pense qu'être une femme, c'est fondamentalement être oppressée. S'il n'y a plus d'oppression, il n'y a plus de femmes. Okay. Une objection à ça, c'est de dire, tu as juste changé le sens des termes, mais Haslanger dit, oui, mais ça fait partie de ce qu'on doit faire en tant que philosophe, une approche qu'elle appelle améliorative, de réviser l'usage des termes pour changer la réalité sociale et lutter contre les injustices. Donc ça, c'est une position possible, avaler la pilule. Une autre position possible, c'est de revenir à l'essentialisme, de dire il y a une partie de nos identités qui ne sont pas construites. Donc l'essentialisme, vous vous souvenez, c'est ce qui est opposé au constructivisme. Le constructivisme, il dit nos identités sont socialement construites. L'essentialisme, il nous dit on a des identités innées, naturelles. Et ça, vous avez ce retour à l'essentialisme dans les théories du genre. Enfin, il ne faut pas appeler théorie du genre parce que ça, c'est utilisé par les adversaires. Les partisans de ces approches disent on fait des études genre. C'est plus dur d'attaquer une étude. Là, il y a un petit piège rhétorique. Vous n'allez pas dire à quelqu'un votre étude est fausse. Mais là, ils soutiennent des thèses malgré tout et qu'on peut vouloir critiquer ces thèses. Et donc, ce que disent les partisans des approches en termes de genre, c'est de dire regardez, enfin, au moins la version orthodoxe de la théorie, c'est de dire regardez, il y a deux choses différentes. Il y a le genre qui est construit socialement. Okay. En genre féminin, typiquement, ça va être un genre femme, ça va être un genre qui est associé à un certain nombre de stéréotypes, de représentations sociales, d'attentes sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, il y a l'identité de genre. Et il faut bien distinguer les deux. L'identité de genre, c'est censé, dans cette théorie, être quelque chose d'inné. Je me suis toujours senti blabla, je me suis toujours senti de tel genre. Après, il y a une grande variété de genres, hein, c'est pas simplement homme-femme, il y a cette idée de fluidité de genre. Et quand on définit transgenre ou cisgenre, c'est précisément en termes de décalage ou d'alignement entre l'identité de genre et notre genre réel dans ces théories. Donc si vous vous sentez homme et que vous êtes né homme, que l'identité qui vous a été assignée à la naissance est d'homme, vous êtes cisgenre. Si vous vous sentez femme et que en réalité on vous a assigné l'identité d'homme à la naissance, vous êtes transgenre. Je dis juste homme-femme, mais encore une fois, pour les théories du genre, il y a une énorme palette de genres. Donc vous voyez, je ne rentre pas dans les détails ici, mais le point important, c'est qu'on renoue avec une partie d'essentialisme ici. On dit qu'il y a un type d'identité qui est inné. La relation à la biologie n'est pas entièrement claire, mais cette idée que moi j'ai toujours été de tel ou tel genre, ça c'est pas quelque chose qui est construit socialement. Donc il y a une forme de retour à ça, et c'est cette identité-là qu'on affirme. En matière de genre, c'est la théorie standard. C'est pas la théorie standard quand on parle d'identité raciale ou ethnique. Et ici, quelle est la stratégie pour répondre à ce problème? Donc pour savoir est-ce qu'il faut affirmer les identités ou est-ce qu'il faut les abolir? Eh bien, on a une réponse qui est donnée par cette chercheuse Spivak qui dit, elle, donc en études postcoloniales, qui dit au fond, il n'y a pas de race essentielle. Personne n'est essentiellement noir, blanc, peu importe. Mais on a intérêt stratégiquement à adopter une position essentialiste. C'est-à-dire, on sait que c'est faux, mais dans notre combat, on a un intérêt stratégique à admettre ça. Okay, ça, c'est une autre position possible ici. Je vous dis ça juste pour que vous voyez que c'est une tension qui est identifiée par les partisans de cette théorie elle-même. D'accord ? Et ils cherchent différentes manières de la résoudre. Et là, vous avez trois manières de la résoudre. Premièrement, on avale la pilule. Deuxièmement, on accepte l'essentialisme pour l'identité de genre, mais pas pour le genre. Le genre est construit par l'identité de genre, donc on divise un petit peu. Et puis troisièmement, on n'accepte pas, en ce qui concerne la race, typiquement, on dit je m'identifie en tant que noir, ce n'est pas une identité innée, ce n'est pas essentiel, mais je fais semblant, faisons collectivement semblant que ce soit le cas, parce que ça nous permet d'avancer dans notre combat. Bien, juste un point que vous avez peut-être vu passer, ça, vous avez ça distribué dans la faculté.
C'est une brochure sur le harcèlement que vous avez vu passer, qui a été créée par l'Université de Genève et puis que l'Université de Neuchâtel a repris. Vous voyez ce qui est dit dans cette brochure, ce n'est pas l'intention de l'autrice ou de l'auteur du comportement problématique qui sera prise en compte pour déterminer s'il s'agit de harcèlement, mais bien le ressenti de la personne qui en est la cible. Okay, ça, c'est typiquement l'application de la troisième thèse que je vous disais précédemment, c'est la parole des victimes qui fait autorité ici. Et vous imaginez bien que du point de vue, on va voir maintenant les objections libérales, mais du point de vue d'une théorie libérale standard, vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un, accuser quelqu'un sans lui donner un droit à la défense. D'accord ? Donc là, il y a une attaque un petit peu frontale à l'idée de présomption d'innocence en disant quand il y a deux parties, donc si Jean dit je le harcèle, a priori, on va écouter Jean, mais on va aussi m'écouter moi. Ce que disent ces théories-là, c'est plus de poids à Jean. Hein, d'où les tensions avec la liberté, la présomption d'innocence, qui est un principe juridique important et qui font souvent surface quand on discute de ces questions. Bien. Alors, il me reste 20 minutes pour vous présenter quelques objections à ces théories-là, à ces théories de l'identité. Il y a deux types d'objections. Il y a des objections théoriques et des objections politiques. Moi, j'ai centré un peu les choses sur les objections politiques ici. Je vais vous mentionner rapidement quelques objections théoriques, mais parce que je pense que ça nous aide à comprendre. Le but, c'est que, enfin, mon but ici, c'est de vous faire comprendre les différentes idéologies politiques et comment elles se relient les unes par rapport aux autres. Donc, si vous voyez les objections que le libéralisme adresse au wokisme ou aux théories de l'identité, ça vous aide à comprendre en contraste ces deux types d'approches politiques. Alors, rapidement, quelques objections théoriques récurrentes, récurrentes ou non, au wokisme. Une objection qui est souvent avancée contre ceux qui défendent le wokisme, c'est de dire vous allez trop vite à dire qu'il y a des relations d'oppression, de discrimination partout. Pourquoi vous allez trop vite pour dire ça ? Parce que vous faites une erreur qui est connue depuis longtemps par tous ceux qui étudient les discriminations, les génériques en linguistique, etc., qui consiste à dire c'est pas parce que vous avez une sous-représentation d'un groupe de personnes dans un domaine que cette sous-représentation est due à une injustice. Okay ? Donc sous-représentation n'implique pas discrimination. Les exemples abondent, mais si vous vous dites il y a une surreprésentation des Italiens chez les pizzaiolos et une surreprésentation des Bretons chez ceux qui font des crêpes. A priori, ce n'est pas une discrimination, d'accord ? Vous pouvez dire, les Italiens peuvent vous dire, mais moi, nous, on est sous-représentés chez les crêpiers, et puis les Bretons peuvent dire, nous, on est sous-représentés chez les pizzaiolos. Ce n'est pas de la discrimination. Très vraisemblablement ici, c'est dû à des facteurs culturels, qui est que certaines personnes ont appris par leur culture, leur éducation, à bien faire des pizzas, et ce serait bien dommage de ne pas en faire profiter les autres. Pareil pour les crêpes typiquement. Hein. Deuxième type, pardon, je passe vite là-dessus parce que je veux aller sur les objections politiques. Deuxième type d'objection qui est avancé un peu dans la même famille à l'encontre du wokisme, c'est que vous avez tout un tas de recherches aujourd'hui sur l'exactitude des stéréotypes. Donc les stéréotypes, dans toutes les théories de l'identité, c'est mentionné comme quelque chose qui impose une réalité, qui construit une réalité de l'extérieur et qui génère des représentations qui sont fausses. Okay ? Mais vous avez un grand nombre de stéréotypes qui sont en fait exacts. Et vous avez, c'est un champ de recherche émergent aujourd'hui, le psychologue social américain Lee Jussim s'est fait un des grands défenseurs de cette thèse sur l'exactitude des stéréotypes. Vous avez des stéréotypes du type les garçons sont plus violents que les filles, qui sont parfaitement exacts, ça se constate statistiquement partout. Les filles sont plus calmes que les garçons dans les stéréotypes positifs, et puis vous pouvez multiplier les exemples de ce type-là. Donc c'est pas parce que vous avez, autrement dit, qu'est-ce que dit cette thèse-là ? C'est qu'on a des représentations qui sont des généralités sur les personnes, mais pas simplement sur les personnes, sur les objets, etc. Une voiture allemande, elle est plus solide qu'une voiture chinoise, etc. Et ces représentations-là, elles sont statistiquement fondées. Ça ne veut pas dire qu'individuellement elles le sont, d'accord ? Si je dis en général les filles sont moins violentes que les garçons, peut-être que Nathalie elle va sortir son couteau et m'égorger, et j'aurais pas eu tort pour autant. Peut-être j'aurais eu tort de le dire, mais j'aurais quand même, ce que j'ai dit aurait quand même été vrai, parce que c'est que Nathalie qui est comme ça, et c'est pas les autres. Dans les objections théoriques, vous avez peut-être vu passer ça, c'est assez drôle, vous pouvez aller creuser un petit peu. Vous avez trois philosophes, et puis Hélène Plocrose, elle était en littérature, qui ont fait passer un certain nombre d'articles dans un canular qu'on a appelé Socal au carré, dans des grandes revues féministes d'études postcoloniales, qui sont des articles, c'est très drôle, ils font passer des articles, ils ont fait accepter et publier, et pour certains publiés, et pour cet article ici accepté,
des articles qui soutiennent les choses suivantes. Donc il y a une étude qu'ils ont fait accepter qui soutient qu'il faut créer une catégorie de culturistes pour les obèses, afin que ce sport cesse d'être oppressif envers les personnes en surpoids. Pardon, j'ai plein de coquilles ici. Vous avez une autre étude qu'ils ont fait publier qui soutient que les étudiants blancs devraient assister aux cours par terre enchaînés. Donc ils ont fait publier ça dans une revue. Vous avez une autre étude qu'ils ont fait publier comme canulaire encore, qui dit que l'astronomie serait une science intrinsèquement sexiste. Vous avez une étude où c'est carrément un chapitre de Mein Kampf dont ils ont simplement remplacé certains mots par du vocabulaire féministe. Et puis celle qu'a fait dont vous avez peut-être entendu parler, c'est vous avez une étude qui défend l'existence d'une culture du viol dans les parcs à chiens, dans les parcs américains. Puis ça a été publié dans une grande revue Hypatia de philosophie féministe. Et puis alors là, évidemment, grand éclat de rire général. Et c'est publié dans la revue. Et puis les partisans de ces canulaires disent, vous voyez bien que c'est des pseudosciences, ces histoires-là. Alors, ça met sans doute le doigt sur quelque chose. L'histoire des canulars... comme manière, on appelle Sokal, parce que Sokal, c'était un des premiers à avoir avancé des canulars contre certaines publications postmodernes, et un peu plus compliqué que ça, parce que vous pouvez avoir des canulars qui passent, y compris dans des bonnes... les filtres scientifiques sont jamais parfaits, donc vous pouvez très bien avoir, y compris des bonnes disciplines, qui publient des articles qui sont absolument nuls. Enfin là, la répétition, pour eux, a tendance à montrer que ça montre que les critères scientifiques ne sont pas solides dans ces domaines. Arnaud. Je n'ai pas très bien compris quelle est l'objection là-dedans. Ce que je viens de dire, que les filtres scientifiques dans ces domaines sont pas sérieux. C'est-à-dire l'idée de Pluckrose, Lindsay et Boghossian, c'est de dire tout ça, c'est des pseudosciences qui ont pénétré les universités. Et puis on va vous le montrer en faisant publier n'importe quoi, la culture du viol dans les parcs à chiens. Si ça, c'est publié par une grande revue académique, ça montre bien que quelque chose de pas scientifique a pénétré l'université. Ça va? C'est bon, Arnaud? Ouais. Autre critique qui est avancée souvent par le même type d'auteur, Boghossian en l'occurrence, c'est de dire dans ces disciplines-là, il y a un manque de diversité idéologique, une forme d'insularisation, où vous prenez en compte qu'une partie du spectre politique. Typiquement, vous ne rencontrez pas beaucoup de gens conservateurs dans les gender studies, vous ne rencontrez pas beaucoup de libérales dans les post-colonial studies, et ça, d'après cette critique, ça nuit à la qualité scientifique des études en question. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore comme objection ? Et puis, dernière objection que j'ai mentionnée là, vous avez un usage récurrent dans cette littérature de vocabulaire normatif du type, j'ai mis juste 3 exemples là, si vous avez la nécropolitique, ça c'est mauvais, si vous avez disembodied, ça c'est mauvais, le corps c'est toujours bien, white male évidemment c'est mauvais. Donc vous avez un vocabulaire normatif qui traverse ces différents textes. Et puis, pour la même raison qu'on ne veut pas appeler wokisme la théorie que je vous disais avant, on ne veut pas disqualifier notre adversaire juste en lui envoyant des invectives. Hein. Et c'est un peu ce qu'ont tendance à faire ces études-là, plutôt que de défendre des thèses explicitement en disant « nous, on pense qu'une politique ne doit pas être désincarnée », plutôt que de défendre cette thèse comme une thèse avec des arguments, on la fait passer à l'aide de termes, normatifs. Bien, alors ça, c'est juste un petit échantillon des objections scientifiques, mais ce que je voudrais faire, dans les 15 minutes qui me restent, c'est mentionner rapidement 6 objections qui viennent de différents camps, des objections libérales, des objections sociales et des objections conservatrices. Alors on commence par 2 objections libérales. Ce ne sont pas les seules, mais c'est sans doute ce sont les plus saillantes. Premier type d'objection que les libéraux adressent à ces théories de l'identité, ces politiques de l'identité, elle a trait à l'idée qu'elles conduisent à des restrictions beaucoup trop fortes des libertés. Souvenez-vous que les libéraux, ils acceptent tous, dans différents principes, dans différentes versions, une forme de principe de non-nuisance. On ne peut restreindre la liberté des uns qu'à condition qu'elle cause du tort à autrui. Okay. Et ce qu'on a discuté, en particulier quand on s'est intéressé au principe du tort de John Stuart Mill, c'est de dire il faut qu'on contienne le tort dans des limites strictes, parce que si vous pouvez me dire j'aime pas votre chemise donc vous l'enlevez, là il y a un empiètement trop fort sur la liberté. Et ben, c'est précisément une des objections libérales au wokisme, c'est de dire que, pour le résumer en une formule, en augmentant le domaine de l'offense, okay, donc si je vous mégenre, à ce moment-là, là je fais quelque chose qui est un délit, si je me comporte d'une certaine manière vis-à-vis de certaines personnes, je fais quelque chose qui est une offense. En augmentant le domaine de l'offense, les politiques de l'identité restreignent d'autant le domaine des libertés. D'accord ? Donc ça, c'est la première réaction libérale à ça, en disant, à force de voir du racisme, des injustices, du sexisme partout,
finalement, vous mettez des limites aux libertés individuelles à tous les niveaux. Et l'exemplification de ça, les exemples de ça, vous les avez notamment dans les annulations de conférences où vous avez des personnes, comme ça a été le cas à Genève, qui viennent parler et dire nous, on pense que les thèses qui sont défendues par les partisans du transgenrisme aujourd'hui sont fausses ou sont néfastes pour les enfants. Et puis là, tout de suite, vous avez des gens, vous avez des personnes qui interrompent les conférences en disant vous ne pouvez pas faire ça parce qu'en fait, il faut bien comprendre, du point de vue des partisans de la théorie de l'identité, pourquoi on ne peut pas faire ça, parce que pour eux, ça touche à notre identité. D'accord ? Donc si vous touchez à l'identité des personnes, vous n'avez pas de négociation possible. Hein, ce n'est pas juste une petite préférence annexe. Vous pouvez dire la couleur de ma chemise, j'aime le bleu, vous n'aimez pas le bleu, ce n'est pas mon identité. Mais vu que nos identités sociales, elles sont chargées de toutes ces représentations de nous-mêmes qu'on a, dès que vous avez quelqu'un qui vous mégenre ou qui dit quelque chose qui vous blesse, en fait, cette blessure, vous ne pouvez pas juste dire « c'est pas grave, laisse passer », parce que vous êtes invité à dire « non, ça touche à mon identité même ». Ce que j'ai mis là, comme l'offense est constitutive de l'identité, heurter la sensibilité d'autrui devient potentiellement un délit, puis vous voyez les libertés individuelles qui se rétrécissent. Ça, c'est la première objection libérale. J'illustre ça en disant, ça c'est un certain, je ne sais plus quelle université américaine, j'ai dans mes notes, qui a mis ça en avant sur quels sont les conseils qu'on vous donne, des choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on peut dire ou qu'on ne peut pas dire. Si vous avez une personne, a person asking an Asian American or Latino American to teach them words in their native language. Donc vous avez un copain japonais ici, puis vous lui dites, apprends-moi un mot de japonais. Ça, c'est considéré comme quelque chose qu'il ne faut pas faire, comme ce qu'on appelle une micro-agression. Si vous dites quelque chose comme there is only one race, the human race, micro-agression. I don't believe in race, micro-agression. Si vous dites I believe the most qualified person should get the job, je pense que la personne la plus qualifiée devrait avoir le poste en question, c'est une micro-agression, etc. Donc vous voyez que plus vous voyez des micro-agressions partout, moins vous avez le droit de faire de choses. Ça, c'est la première objection libérale. Vous me dites si ça va trop vite, c'est pas grave si on finit pas, d'accord ? Je préfère aller lentement sur seulement une partie et que courir et que vous soyez perdu. Donc vous levez la main si c'est pas clair. Deuxième objection qui vient du camp libéral, c'est le rejet de l'universalisme. Ça, c'est quelque chose que vous entendez souvent aussi. Que dit le paradigme libéral ? Il nous dit les porteurs de droits, c'est des individus, et tous les individus, quelle que soit la race, le lieu, ils ont les mêmes droits. La doctrine des droits naturels au départ, vous avez très clairement exposé chez Locke, et qui sous-tend les droits de l'homme, au moins dans leur première version, où vous avez des droits de faire un certain nombre de choses. Ce que disent les partisans des théories de l'identité, eux renversent complètement la chose, et ils disent en fait, cette doctrine de l'égalité des droits, elle est à l'origine des oppressions contemporaines. Okay ? Elle a servi de masque à toutes ces oppressions, donc il faut renoncer à ces droits-là, à cette doctrine de l'égalité libérale de l'égalité des droits, pour accorder davantage de droits aux groupes qui sont marginalisés. Vous avez ça dans l'idée de discrimination positive, et plus généralement, vous avez ça dans l'idée qu'il faut accorder plus de poids juridiquement à la parole des victimes. Donc, pour les partisans, là vous avez une confrontation directe entre l'universalisme libéral d'un côté et ses partisans et ses théories politiques de l'identité qui voient dans l'universalisme libéral une façon d'entretenir les oppressions que eux veulent dénoncer. Je vous donne deux citations d'articles qui sont extrêmement cités des juristes que je vous ai cités précédemment, d'Éric Bell, qui discute des affaires, de telles affaires devraient insister de nombreux juristes spécialisés dans les droits civils à réexaminer le potentiel de la jurisprudence en matière d'égalité pour améliorer la vie des Noirs américains. Un juge peut défendre l'importance de l'égalité raciale tout en prenant une décision préjudiciable aux Noirs américains. Okay ? Égalité raciale tout en prenant une décision préjudiciable aux Noirs américains. En fait, l'égalité raciale peut être utilisée pour empêcher les Noirs d'accéder aux établissements d'enseignement supérieur. Le modèle historique et sa version contemporaine nécessitent une révision et un remplacement de l'idéologie de l'égalité raciale, aujourd'hui révolue. Si vous voyez bien ça, ça renverse complètement la lutte. Si vous étiez à la suite de Martin Luther King, vous aviez le mouvement des droits civiques américains, dont le but était l'égalité raciale. Okay ? C'était explicitement, on disait, on sortira du racisme aux États-Unis quand on aura une égalité raciale, égalité de droit pour commencer, égalité réelle d'accès à différents lieux. Et ce que disent maintenant ces auteurs-là, c'est précisément l'inverse. Il faut arrêter avec l'identité raciale. Delgado, lui aussi très cité, qui travaille avec Bell,
les Lumières sont au racisme ce que la sexualité est à l'oppression des femmes. Donc les Lumières, c'est l'universalisme, d'accord, et c'est grâce aux Lumières qu'on a encouragé le racisme. Donc là, vous avez une confrontation radicale entre un paradigme libéral, universaliste, égalité des droits, et un paradigme identitariste, je ne veux pas dire identitaire, pour la raison que je vous disais précédemment, pas de droite, et de dire, en fait, il faut renverser cet universalisme. Oui. Il me semble que cette idée d'égalité des êtres humains, c'est une valeur qui est, entre guillemets, éternelle et universelle, tandis que cette théorie par exemple, des quotas qui s'est posée, par exemple, dans le Parti socialiste, est-ce qu'il faut faire des quotas de femmes pour avoir une égalité, est vue comme une méthode pour arriver pour combler le gap et puis arriver à une égalité. Donc c'est une solution transitoire. Ouais. Cette idée de favoriser les minorités, c'est pas une idée qui est censée être éternelle, c'est une idée de combler les manquements actuels, et du moment où on arrive à avoir une égalité de noirs à la tête des industries, ou de femmes entrepreneurs, ou bien je ne sais pas quoi, elle n'aura plus la raison d'exister. Oui. Alors vous avez raison que c'est souvent comme ça qu'on a défendu la discrimination positive. La discrimination positive, y compris dans les universités, elle a existé avant l'émergence de ces idéologies-là, comme une mesure transitoire, en disant, là, on est bloqué, on voit que les sous-représentations continuent, et donc il faut un peu de contraintes pour arriver à corriger ça, puis après on arrêtera. Mais donc ça, c'est une défense standard de la discrimination positive, une mesure contraignante mais transitoire. Mais là, ce n'est pas du tout ce que disent ces auteurs-là. Eux, ils pensent qu'il faut renverser complètement et pour toujours le paradigme universaliste. D'accord ? Là, vous avez c'est pas juste. Vous voyez, si c'était juste une différence stratégique, ce ne serait pas une différence idéologique. Parce que un libéral pourrait accepter ça. Il pourrait dire, moi, comme vous l'avez dit à l'instant, je suis pour l'égalité des droits, mais transitoirement, il se trouve que dans le calcul des moyens et des fins, il faut parfois faire une entorse pour arriver au but. Donc là, on a un désaccord qui n'est pas idéologique, qui est plutôt sur quels sont les moyens efficaces pour arriver à ce qu'on veut, ou peut-être pour des accords empiriques sur « moi je ne suis pas d'accord que la sous-représentation dans ces cas-là soit un problème ou soit une injustice ». Mais ce n'est pas un désaccord en soi idéologique, ça. Tandis que là, vous avez vraiment un désaccord frontal idéologique. On veut renverser l'universalisme des Lumières parce qu'on pense que c'est ça qui a conduit, et qui essentiellement conduit à l'oppression. Donc les conséquences de ça, c'est que vous passez de droits individuels à des droits collectifs, donc vous sanctionnez plus les individus pour ce qu'ils font, mais pour le groupe auquel ils appartiennent. Okay, vous pouvez être jugé coupable et sanctionné pour des actions que vous n'avez pas commises. Alors oubliez discrimination positive ici, mais quand vous avez toutes les discussions sur les réparations aujourd'hui en disant nous on doit s'excuser, on doit même compenser en tant que blancs les personnes noires qui ont été victimes de l'esclavage, la réaction libérale c'est de dire pas moi, enfin peut-être mon grand-père, mais moi j'ai rien fait dans cette histoire, pourquoi je devrais payer? Et les partisans des politiques de l'identité pensent que oui, parce qu'ils pensent que c'est non pas en tant qu'individu qu'on est sujet à des obligations, à des blâmes, à des sanctions, mais en tant que membre d'un groupe. Okay, donc en tant que membre du groupe blanc oppresseur, vous avez aussi des obligations dont vous héritez. Et puis inversement, vous ne pouvez pas être victime si vous appartenez à certains groupes privilégiés. Vous avez toutes ces discussions que vous avez déjà rencontrées, un certain nombre de personnes qui défendent explicitement que c'est conceptuellement impossible d'avoir du racisme anti-blanc, par exemple. Impossible. Pourquoi? Parce que le racisme, c'est vers une personne qui est... c'est envers une personne qui est discriminée. Or, blanc, par nature, c'est une identité construite comme une identité d'oppresseur, donc on ne peut pas avoir du racisme envers les blancs. Vous avez quand même des effets directs de ça, je vous ai mis quelques exemples. Là, sur quoi je reviens, je vous en donne juste une jeune fille qui vend des gâteaux puis qui fait des prix adaptés. Si vous êtes blanc, vous payez $2. Si vous êtes asiatique, vous payez $1,50. Si vous êtes latino, vous payez $1. Si vous êtes noir ou africain, vous payez 75 cents. Si vous êtes un Indien d'Amérique, un natif, vous payez 25 centimes. Et puis, pour toutes les femmes, vous avez 25 cents de réduction. Ça veut dire que si vous êtes une femme native, vous pouvez prendre tous les gâteaux sans payer. D'accord ? Mais vous voyez comment ça, c'est juste une implémentation de ça. Et comprenez bien, et peut-être vous avez le sentiment que
pour les libéraux, c'est le retour par la porte de derrière de la ségrégation qu'on voulait éviter. En fait, on est parti de l'antiracisme pour arriver maintenant à modeler les prix, les entrées à l'université en fonction de la race. Ok, 2 minutes pour 2 objections socialistes. Ben, la première, je vous l'ai dite déjà, donc je ne vais pas m'y attarder, mais c'est pour les ceux qui sont sympathiques envers le socialisme ou les valeurs qui sous-tendent le socialisme, l'égalité des chances réelles, la lutte contre les inégalités, la lutte contre la pauvreté, il semble qu'on ait changé de sujet complètement. Les socialistes disent souvent, les socialistes de l'ancienne école disent souvent, on a substitué la lutte des races à la lutte des classes. On était, nous, au départ, pour lutter contre les inégalités économiques, et c'est plus le cas. Cette critique est souvent assortie d'une autre critique qui concerne cette fois la sociologie des personnes qui souscrivent aux idéologies de l'identité, qui sont rarement les personnes les plus pauvres. En général, si vous faites la sociologie de ceux qui souscrivent à ça, ben, c'est vous, sans défense, c'est les personnes qui sortent de l'université, qui ont fait des études, qui sont plutôt favorisées par rapport à d'autres. Et donc, sociologiquement, on a un peu changé le point de focalisation des personnes qui méritent d'être soutenues ou aidées dans nos politiques sociales. Donc ça, c'est une critique importante. Une critique qui va de pair avec une critique que souvent vous avez... Ça, c'est le vocabulaire positif ou négatif de ces idéologies, de cette idéologie. Et vous voyez que c'est un vocabulaire qui est souvent un vocabulaire assez vite excluant. Si vous essayez de parler à votre grand-mère en termes de sensitivity reader, d'homme déconstruit, de masculinisme, de grossophobie, souvent on ne comprend pas ce que c'est. Donc il y a un phénomène de ce qu'on appelle de distinction sociale. Vous pouvez vous reconnaître entre personnes qui adhéraient à cette idéologie, juste à l'aide de l'usage d'un certain nombre de termes, vous faire un petit coup de coude en disant on est dans un entre-soi de personnes vertueuses. Et ça, pour les critiques sociales ici, ça consiste à en fait exclure un certain nombre de personnes qui sont précisément les personnes qui ne sont pas la cible de ces politiques et qui sont aussi les personnes les plus pauvres. Dernière chose, et puis je vous ferai les 2 critiques conservatrices la prochaine fois, comme ça me permettra d'introduire au conservatisme, c'est pas si mal comme ça. Vous avez un grand nombre d'objections qui ont été avancées contre ces politiques qui consistent à dire, en fait, ce sont des politiques qui nuisent aux personnes mêmes qu'elles sont censées défendre. Donc on part d'une bonne intention en disant on veut aider telle ou telle minorité, on veut aider les personnes transgenres, on veut aider les personnes noires, on veut aider les femmes à surmonter les discriminations dont elles sont victimes, d'après les théories en question. Mais en réalité, on a un certain nombre de politiques qui sont mises en place et qui sont contre-productives ici. Et un des points qu'a bien dit, et je finirai là-dessus, un des grands psychologues contemporains qui a beaucoup, je vous ai peut-être déjà cité Jonathan Haidt, qui est un des premiers à avoir mis le doigt sur ce phénomène dans les universités américaines qui se généralise aujourd'hui. Et lui a mis en avant la chose suivante. Il disait, supposez maintenant, donc on fait l'éducation ici, et puis je dis tous les hommes blancs, vous vous mettez d'un côté, et puis toutes les femmes ou toutes les personnes qui viennent d'autres cultures, vous vous mettez de l'autre côté. À tous les hommes blancs, donc à Giacomo, je dis, bon Giacomo, vous avez été assez privilégié maintenant, vous vous êtes bien gavé là, tout vous est tombé dessus tout cuit, donc maintenant vous vous prenez en main, et ça ne va pas se passer tout seul pour vous, ça va être difficile, l'examen c'est 2 heures, il faut que vous travaillez, pas de problème. Et puis aux autres, je dis, ah mais vous en avez bavé, vous avez dû surmonter plein d'obstacles, vous êtes heurté à un certain nombre de stéréotypes, de discrimination, donc vous avez un peu plus de temps pour l'examen, je vous donnerai des questions plus faciles, vous inquiétez pas, ça va bien aller, je vous cajole. Et ce que dit Jonathan Haidt, c'est de dire qui c'est qui est à l'arrivée d'une formation comme ça, différenciée, qui va avoir appris le plus. Et la thèse de Haidt, c'est Giacomo, d'accord ? C'est les hommes blancs qui sont là parce qu'eux, on va leur avoir appris à se responsabiliser. Les autres, on va les avoir cajolés, ce que Haidt appelle safetyism, la thèse de la sécuritisme, il faudrait dire un petit peu, en disant on les protège, on les met dans des bulles, et en fait on n'apprend pas cette responsabilité individuelle qui est prise en charge, l'impression qu'on est en charge de sa propre vie, comme dit Haidt, qui est quelque chose qui est très positif, y compris dans les mesures sur le bonheur. Si vous avez l'impression que tout ce qui vous arrive vous tombe dessus parce que vous êtes une femme noire, c'est très démobilisant et déprimant. Et Haidt dit que ça, c'est quelque chose qui, à l'arrivée, finit par nuire aux personnes mêmes qu'on voulait défendre. Je termine sur sa citation ici, qui illustre bien ça.
qui résume un peu la position là-dessus. De nombreux jeunes ont soudainement, vers 2013, c'est là où lui date l'émergence de cette idéologie politique de l'identité, vers 2013, intégré 3 grandes contre-vérités. 1. Ils en sont venus à croire qu'ils étaient fragiles et qu'ils seraient blessés par les livres, les orateurs et les mots dont ils ont appris qu'ils étaient des formes de violence. 2. Ils en sont venus à croire que leurs émotions, en particulier leurs angoisses, étaient des guides fiables de la réalité. Souvenez-vous de la 3e thèse du wokisme, la poids de l'expérience vécue. 3. Ils en sont venus à considérer la société comme composée de victimes et d'oppresseurs, de bonnes et de mauvaises personnes, ce que j'ai considéré comme la première thèse constitutive du wokisme. Okay, donc en gros, ils s'intéressent au même phénomène que celui qui nous a occupés. Et voici ce qu'il dit ensuite. Il place maintenant ces différentes croyances en fonction des positions politiques. Les libéraux, il est aux États-Unis, donc les libéraux, ça veut dire les progressistes, d'accord ? La gauche. Les libéraux ont adopté ces croyances plus que les conservateurs. Les jeunes femmes libérales les ont adoptées plus que tout autre groupe en raison de leur utilisation plus intensive des médias sociaux et de leur participation à des communautés en ligne qui ont développé de nouvelles idées déresponsabilisantes. Ces distorsions cognitives les ont ensuite rendues plus anxieuses et déprimées que les autres groupes. Le dernier livre de Haidt qui vient de sortir, je n'ai pas lu encore, mais s'intéresse, j'en parlais avec certains d'entre vous à la pause la semaine dernière, l'explosion chez les jeunes filles adolescentes des phénomènes de dépression, de tentatives de suicide et de suicide au cours des 20 dernières années. Et une des explications que Haidt met en avant, c'est précisément ce lien idéologique-là en disant qu'elles ont été plus que les autres exposées à cette idéologie déresponsabilisante, ça déprime, puis il a tout un tas de statistiques là-dessus, là c'est un résumé, c'est quelque chose qui déprime, cette impression qu'on ne peut pas être en charge de sa propre vie, et qu'on est le jeu de tout un tas d'oppresseurs autour de nous, et ça conduit aux échecs en question. Pardon, je vous fais un dernier coup là-dessus. Si vous avez... Giacomo soumet sa candidature au poste de doctorant, il est rejeté. Soit je lui dis tu n'as pas été retenu parce que tu es noir, le système... qu'est-ce qu'on dit ça ? Tu es noir, le système est contre toi, les autres sont privilégiés par rapport à toi, le système est pipé. Soit je lui dis, donc ça c'est un premier retour que Giacomo peut recevoir, soit Giacomo peut recevoir le retour suivant, je ne vous ai pas retenu parce que votre candidature était correcte, mais il y avait un meilleur candidat, faut vous demander maintenant comment vous améliorez votre candidature. Si vous donnez ça, la thèse de Haidt, c'est si vous donnez ça comme retour, vous aidez plus les personnes à s'améliorer que si vous insistez sur le fait qu'elles ont été victimes d'injustice. Donc c'est une autre objection, deuxième objection de l'inspiration sociale, si vous voulez, à l'encontre du wokisme, en disant à force de vouloir trop aider, on finit par nuire. C'était un peu le marathon. Pardon, j'ai 5 minutes de retard, je suis désolé. La semaine prochaine, je vous donne les 2 objections conservatrices et puis on finit sur le conservatisme, et on finit surtout après par la conférence de la grande philosophe dont le nom ne me revient pas et du repas qui suit. J'espère que vous pourrez être nombreux à y assister. Bonne semaine à tous.